Bien, on continue maintenant avec notre sujet. Nous allons parler de l'Afrique de l'Ouest, le nombre de personnes en insécurité alimentaire qui pourrait doubler. Le programme alimentaire mondial PAM estime à 43 millions le nombre de personnes qui pourraient tomber dans une forme d'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, selon la porte-parole. Déjà durant la période de juin à août, 21 millions de personnes vont lutter pour se nourrir avec les conséquences du Covid-19. Ce chiffre pourrait doubler. L'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest risque d'être aggravée donc par la pandémie. Germain Poli, on savait déjà que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique subsaharienne en général, est la partie du monde qui concentre beaucoup de pauvreté. Cette situation, on le sait, risque d'avoir des conséquences très fâcheuses sur cela. Oui, c'est assez compliqué. Déjà que cette partie de l'Afrique est connue donc, pour les violences et l'instabilité dans certains pays, dû notamment à des groupes terroristes, à des guerres entre communautés. Il y a des risques aussi sur le plan politique dans certains pays. Et aujourd'hui, le coronavirus qui vient avec la cessation des activités en général et puis pratiquement l'impossibilité des échanges commerciaux parce que aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de mobilité d'abord en interne dans les régions des différents États. Maintenant entre États aussi c'est très compliqué. Et donc, les personnes exposées donc, à l'insécurité alimentaire, dont le nombre va doubler, donc, selon les experts. Et plusieurs pays sont concernés, ils ne sont pas très loin de nous. Il y a le Nigeria dont on parlait tout à l'heure, il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a une partie du Sénégal et tout cela. Et il va falloir que ces États-là, dont les chefs sont souvent en visioconférence et échangent donc sur les impacts du Covid, travaillent assez rapidement pour pouvoir apporter des solutions et surtout de l'aide conséquente à ces populations-là qui sont totalement en insécurité alimentaire. La situation, elle est davantage compliquée parce que on voit qu'avec le coronavirus, il y a des mesures qui ont été imposées par les autorités. Et ces mesures impactent le quotidien dans ces pays où les gens vivent au jour le jour. Oui, naturellement. Et tantôt, je crois que cet aspect de la chose, il y avait déjà la lettre qui était lancée entre-temps. Je pense que j'ai jamais abordé un pan de ce sujet déjà même, puisque l'Afrique subsaharienne, surtout lorsqu'on prend un certain nombre de pays qui côtoyaient carrément, disons, cette insécurité alimentaire par le passé. Je pense que le coronavirus est venu en rajouter. Mais il y a un petit espoir étant donné que les plans de réponse agricole mis en place par chaque État, et c'est vrai que ces plans-là heurtent aujourd'hui avec aussi bien la mobilisation, la difficulté qu'ont les États aujourd'hui à mobiliser les ressources externes et aussi les difficultés de pouvoir tenir dans le budget de l'État, étant donné que le coronavirus, on n'avait pas pris en compte la plupart ou carrément la totalité de nos États n'ont pas pris en compte, disons, corona, cet aspect de corona dans la prévision, dans les budgétaires de l'année. Donc ça fait que tous les États ont pratiquement les mêmes réponses. Par exemple, si on prend chez nous pendant le plan de réponse mis en place, qui est donc assez sur 3 axes, où il y a la mécanisation, il y a aussi un plan de pouvoir contrôler un peu le flux de main-d'œuvre. L'autre aspect qui concerne donc de subventionner un peu les intrants alimentaires, des intrants agricoles, pour permettre réellement de pouvoir donc impacter suffisamment. Parce que nous sommes en période déjà de culture, de grande culture, où c'est vrai que lorsque vous prenez un peu l'aspect au niveau sous-régional, les gens se disent est-ce que il est opportun aujourd'hui de pouvoir donc mobiliser toutes ces énergies-là au niveau des travaux champêtres sans pouvoir mesurer un peu les risques qui peuvent aller avec en ce qui concerne donc Corona. Donc je pense que ce sont des difficultés, mais étant donné que nos économies pour la plupart étant
sont focalisés sur aussi bien l'aspect transformationnel que sur l'aspect de l'agriculture, il va de soi qu'on puisse donc mettre des moyens, suffisamment de moyens sur cet aspect de la chose pour éviter à ce que Corona, c'est vrai que Corona va passer, mais ce n'est pas évident qu'on puisse donc rattraper un peu ce que nous avions perdu durant ces 3 mois-là en un an. Donc pour impacter cet aspect de la chose, il faudrait mettre beaucoup plus de moyens sur l'agriculture pour donc impacter réellement donc la production agricole pour éviter à ce que nous ne retombons pas dans les mêmes travers que nous avions commencé par avoir. C'est vrai que lorsqu'on prend tous ces pays-là, il y a véritablement des disparités. Tous les pays ne sont pas logés dans le même enceinte. D'autres pays sont pas dans, lorsqu'on prend un peu avec cette vulgarisation que fait aujourd'hui l'ANSAT, lorsqu'on prend le cas du Togo, c'est pas la même chose que ce que vit aujourd'hui le Niger ou le Nigeria par exemple, qui est donc confronté déjà à de grands risques en ce qui concerne donc l'insuffisance alimentaire et puis les enfants qui risquent parce que se nourrissant à peine et à mauvaise qualité. Il y a déjà l'année dernière, il y a déjà 8 millions d'enfants qui étaient en état de malnutrition. Tout à fait. Donc, mais ce qui aussi faut saluer, c'est que j'ai vu, il y a aussi un rapport de la RPCA qui disait que l'union des États, parce que je pense que dans cette lutte-là, on tend aussi à ignorer un peu, disons, cette union-là qui était donc agissante surtout dans nos États, parce que d'ores et déjà, si réellement le problème au niveau de la circonscrire un peu les frontières, si le Togo, c'est qu'avec le Ghana, c'est bien ce que construit le Bénin aussi, je pense que ces échanges inter-États déjà, sur ce point, cet aspect de la chose peut nous permettre, étant donné que nous avons une perturbation au niveau global, peut nous permettre déjà de ne pas tellement tirer trop de la corde en ce qui concerne d'abord les économies. Parce que ce serait difficile, la difficulté est là. C'est vrai qu'on tend au niveau des pays occidentaux à pouvoir donc aller au déconfinement, etc. Mais sur le plan international, cela n'a pas assez d'impact. Donc je pense qu'il faudrait quand même qu'on commence par réfléchir. C'est ce qu'a fait par le Sénégal, le Mali, le Niger, qui ont mis en place un fonds de 300 milliards, je parle de francs CFA. Et comme je le disais, ce sont des fonds qui se heurtent aussi au niveau donc, de la mobilisation. Et c'est parce que nous sommes toujours dans les pays sous-développés qui ont dans ce problème. Alerte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il propose qu'il faut accentuer la distribution alimentaire, mais c'est pas ça qui va résoudre fondamentalement le problème. Bon, je pense que pour ceux qui sont en insécurité alimentaire, la distribution est déjà une première solution. Maintenant, vous parliez aussi des enfants qui ne sont pas bien nourris. Oui, la malnutrition. Là aussi, certains experts proposent qu'on leur donne des aliments enrichis, parce que le PAM, justement, aussi a accompagné certains pays dans l'enrichissement aux vitamines de certains aliments pour aider. Mais ça, c'est dans le pays, vous savez, je le disais tantôt, il y a les violences et l'instabilité qui ont provoqué des déplacements aussi de personnes. Et ces personnes-là sont dans des camps, dans plusieurs pays, donc c'est pratiquement, vous avez près de 9 millions de personnes qui sont en situation de déplacement dans notre zone et à qui il faut apporter de l'aide. Donc dans l'immédiat, c'est déjà de cela qu'on a besoin. Il faut distribuer, il faut donner à manger à ces personnes-là. Mais les États devraient prendre des dispositions pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Et sur ce point, le Togo est un bel exemple. C'est vrai que la dernière fois, le DG de l'ANSAT a fait une sortie où il estimait que le Togo pourrait même exporter ses excédents. Et ça avait choqué l'opinion. Ça ne peut que choquer. Réellement. Oui, mais la réalité, c'est que l'État, à travers donc, le stock de sécurité mobilisé par l'ANSAT, qui doit tourner autour de 2 millions de tonnes, si je ne me trompe pas, permet aujourd'hui au Togo... Oui, mais qui pourrait s'épuiser rapidement si la situation perdure. Oui, qui pourrait s'épuiser, mais qui permet au Togo de tenir. Maintenant, dire d'exporter, c'est trop dire. Mais si, certainement qu'il y a des difficultés dans d'autres pays, le Togo serait bien obligé d'aider. Et là, tu veux d'ailleurs même faire. Oui, donc, non, c'est pareil. C'est comme dans le cadre de l'électricité. Les pays qui nous en donnent, le Nigeria ou le Ghana, ils ont des... On achète. Oui, on achète, mais ils ont des problèmes d'électricité. Le Nigeria, les coupures d'électricité, c'est plus grave qu'ici, mais ils en vendent. On pourrait dire on ne vend pas, parce que ce n'est pas suffisant pour le pays, mais il y a cette solidarité-là. Même au Ghana, parfois ils n'ont pas de courant, mais la quantité, ce qu'ils ont promis offrir au Bénin, au Ghana, et au Bénin, au Togo, ils sont obligés.
tous les mois donc d'offrir cette quantité-là. Donc il y a cette solidarité-là qui fait que si demain certains pays sont sérieusement en difficulté et le stock de sécurité mobilisé par le Togo, il serait bien obligé de dépanner les autres pays. Maintenant, il y a des politiques agricoles qu'il faut mettre en place et là le Togo aussi est un exemple avec tous les mécanismes qui sont mis en place avec le PASA, le PNIASA, avec le MIFA aujourd'hui. Et les ambitions sont claires et le Togo investit beaucoup donc pour en faire non seulement une agriculture qui va permettre aux Togolais de vivre et de maintenir, d'éviter les flambées des prix, mais d'exporter, de vendre et de créer des entrepreneurs, donc une classe d'entrepreneurs sur le agricole. Donc, je pense que les autres pays devraient aussi investir beaucoup plus dans l'agriculture. Et c'est un problème qui date de plusieurs années. Et même nous, on n'est pas à l'abri au niveau des céréales, du maïs et autres, on s'en sort. Mais au niveau du riz, on ne s'en sort pas parce qu'une grande quantité du riz consommé par nos États vient de l'Asie et d'ailleurs. Et donc, si demain, le coronavirus, la situation se prolonge et que les bateaux n'arrivent plus à venir sur le continent, nous déverser ces milliers de tonnes de riz-là, surtout qu'une bonne partie de nos peuples en ont pratiquement fait l'aliment de base, surtout dans certains pays du Sahel, ça va être compliqué. Je ne pense pas que les États pourront trouver une solution à cette question de riz. Donc, il faut qu'au-delà de la crise, et plusieurs experts le disent, le coronavirus peut être un déclic pour nos pays, pour que les bonnes décisions commencent par être envisagées et appliquées dans certains secteurs, notamment au niveau de la production locale. C'est ça la question que j'allais poser. Au-delà de l'alarmisme qu'on peut voir, c'est aussi cette maladie devrait plutôt pousser ces États. Si on prend que l'exemple du riz, ce qu'on produit localement ne couvre pas les besoins, on est obligé d'importer. Alors là, il faut savoir qu'on doit maximiser la production là-bas. Donc, il y a aussi une bonne lecture qu'on peut faire de la situation. Oui, je pense que le choix politique de chaque État pour pouvoir donc un peu au-delà du fait tenir surtout dans la capacité alimentaire que ce soit dans certains produits, parce que n'oubliez pas que cela aussi tient compte de la richesse de chaque pays au vu d'un certain nombre de cultures. Cela ne se crée pas comme ça parce que lorsque nous prenons le pays le plus producteur du riz de la sous-région, je crois, c'est le Sénégal, je crois, qui aujourd'hui carrément est obligé, étant quand même premier pays producteur, obligé d'importer la quantité. Parce que ça veut dire que la population, une grande partie de la population en a fait sa consommation de base. Et cela, naturellement, ne puisse pas suffire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est pourquoi la cartographie dressée par le Togo, moi, à mon avis, m'intéresse. Parce que, étant donné que le pays a constaté qu'il faut donc focaliser un peu les énergies sur cet aspect de la chose pour booster un peu le développement, il a pris les taureaux par le compte. Je le disais tantôt, lorsque nous prenons le Togo, il y a une bonne partie de la jeunesse qui quitte le Togo pour aller s'adonner aux mêmes activités dans les autres pays. Donc, c'est une perte énorme. Aujourd'hui, je pense qu'il y a donc un aspect et il y a même une agence qui est envisagée pour pouvoir capitaliser là, ces pertes-là, pouvoir contenir cette jeunesse-là qui va exploiter les mêmes terres ailleurs qui pouvaient donc exploiter ici. Et compte tenu du fait qu'il n'y avait pas une politique sérieusement adaptée pour contenir cette jeunesse-là, donc c'est une énorme perte. Et aujourd'hui, je pense qu'à l'avenir, le Togo, sur un certain nombre d'aspects ou un certain nombre de productions, c'est vrai qu'on a beaucoup chanté le mérite en ce qui concerne donc le riz qui est produit au niveau de Kovié partout ailleurs. Mais le Togo peut se spécialiser dans un certain nombre de productions, comme l'a fait par exemple la Côte d'Ivoire, qui, sachant pertinemment que ce sont les produits de rente qui aujourd'hui sa force, il y a l'anacade, le café cacao, le coton, etc., a mis presque, il a voté un budget de 300 milliards et 250 millions partent directement pour ce secteur-là. Je pense qu'à l'avenir, le Togo peut aussi envisager faire peut-être de la production de maïs, ce que fait, ou d'igname pratiquement, où on peut avoir donc des pôles d'exportation de ces produits-là ailleurs. Il ne faut pas quand même qu'on soit totalement dans l'amalgame, surtout avec ce système d'agropole. Il faudrait qu'à l'avenir, qu'on puisse être spécialisé dans certaines productions, d'abord pour que cela suffise au niveau de la consommation interne, avant donc de passer à l'exportation. Tout ceci, je pense que tous les pays carrément aujourd'hui ont compris que
il faudrait quand même, au-delà de la transformation agricole aussi, qu'il faut aussi envisager et peser là-dessus également, compris réellement qu'on ne peut pas s'en passer de l'agriculture pour créer donc de la richesse et créer réellement le développement. Et aujourd'hui, je pense que le coronavirus est encore venu en rajouter déjà aux idées qui se faisaient par le passé. Parce que par le passé, c'est fait. Mais aujourd'hui, chacun a compris réellement, surtout avec cette fermeture de frontières, qu'il faut d'abord compter sur sa production interne avant donc d'envisager l'externe. Parce que, comme je le disais tantôt, lorsque la perturbation au niveau aérien comme au niveau naval va toujours persister, je pense que les pays, même ayant des moyens financiers, ne pourraient pas réellement donc subvenir aux besoins alimentaires à l'interne. Alors c'est aussi, j'allais dire, le signal d'alarme du PAM, c'est aussi adressé aux gouvernants. C'est pas le PAM qui va forcément venir faire de la distribution. Il faut que les gouvernants prennent les décisions qu'il faut dès maintenant pour éviter ces situations. Oui, tout à fait. Mais le PAM est dans son rôle aussi, qui est d'alerter déjà les gouvernants sur une situation qui risque de s'empirer et de s'aggraver. Et certainement aussi que le PAM va agir. Il arrive souvent aussi que le PAM achète des produits agricoles pour faire de la distribution. Et dans ce genre de situation, face à des populations totalement dans le besoin, probablement que le PAM aussi est en train de mobiliser des ressources pour pouvoir venir en aide à nos États. Maintenant, nous sommes toujours là à tendre la main, donc on attend toujours de l'aide, alors que en ce qui concerne la terre et l'agriculture, on en a. On a des terres qui peuvent être exploitées et qui ne le sont pas. Et maintenant, on attend des politiques d'incitation et d'encouragement pour que les jeunes s'approprient donc le travail de la terre. Certains pays réussissent, d'autres comme le nôtre sont sur la bonne voie. On espère que tous ces dispositifs-là qui sont en train d'être mis en place pour accompagner les agriculteurs vont porter donc leurs fruits qui dans les prochaines années. On aura au niveau de l'agriculture togolaise de très bons résultats et que des institutions comme le programme alimentaire mondial puissent s'appuyer aussi facilement sur des pays comme le nôtre pour accompagner d'autres qui ont des difficultés. Donc quand on parlait de cette région, il y a une bonne partie de ces pays-là qui ont des zones assez désertiques qui ne sont pas propices à l'agriculture, ou même s'il y a donné, il faut beaucoup plus investir pour pouvoir avoir des résultats. Mais pour les zones comme les nôtres où le climat est favorable, je pense que les dirigeants devraient beaucoup miser sur l'agriculture et en faire l'un des poumons de nos économies. Notre dernier sujet, nous y passons tout à l'heure, juste après la pause.